Voilà. Et donc, vous l'aurez bien compris, ce webinaire s'inscrit dans un parcours plus large. Les prochaines étapes seront le 11 juin, le 9 juillet et le 10 septembre. Dans un premier temps, on va essayer de voir comment est-ce que la collectivité peut agir en prévention et promotion de la santé, avec 2 points focus sur la santé mentale et la santé des enfants, qui ont été, qui ont été vus comme des sujets prioritaires au vu de vos réponses dans le formulaire d'inscription. En juillet, on va plutôt s'intéresser à la question de l'offre et l'accès aux soins et à la santé, puisque bien évidemment c'est une priorité. Et on va aussi essayer d'avoir un autre angle de regard, plutôt sur des modèles de santé communautaire. Et enfin, on clôturera ce cycle de webinaires par un webinaire plus large qui a intitulé Intégrer la santé dans le cadre de vie. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va plutôt parler des sujets de santé environnement. Chaque webinaire sera disponible en replay. Il y aura une synthèse qui sera dédiée. Et puis après, à la fin du parcours, il y aura une synthèse plus générale qui reprendra l'ensemble de ce parcours. Pour faire un petit point sur les participants à ce webinaire et pour aussi un peu expliquer l'angle de vue qu'on a pris. Donc, vous êtes énormément de villes, les EPCI sont minoritaires et vous êtes aussi énormément de villes qui ne sont pas villes santé aujourd'hui, puisque les villes santé représentent seulement 28% des inscrits. Cependant, vous l'aurez bien compris, ce webinaire est à destination des élus qui représentent aujourd'hui 60% des participants. Il y en a la très grande majorité d'entre vous qui n'ont jamais participé à une action du réseau français Ville Santé, d'où l'introduction où on expliquait un peu ce qu'on faisait. Et puis après, à la fin du formulaire d'inscription, je vous ai demandé si vous vous sentez plutôt débutant, intermédiaire ou avancé sur ces sujets de santé. Et on voit que voilà, vous êtes plutôt dans une logique de découverte. Donc c'est ce qu'on va faire à travers ce webinaire. Dans les questions que je vous avais posées aussi à la fin, il y a plusieurs collectivités qui essaient de mettre en place des CLS. Et donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la CLS est un super outil, et notamment pour avoir une approche de santé dans les politiques. Donc ce webinaire, après la longue phase d'introduction, on va rentrer dans le cœur du sujet avec Martina qui va nous présenter la santé dans toutes les politiques, à travers plusieurs exemples, dont le contrat local de santé. Et puis après, dans un second temps, nous avons une table ronde intitulée Ce que j'aurais aimé savoir en début de mandat, avec Madame Marlène Collineau et Monsieur Gilbert Hangard, tous les deux élus à la santé. Donc, je laisse Martina prendre la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver si nombreux aujourd'hui. Donc, tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Julie. Merci. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel sur l'approche santé dans toutes les politiques. Qu'est-ce que c'est vraiment? D'abord par sa définition, puis ensuite avec quelques exemples. Et je ferai aussi une petite transition vers le CLS, comme le contrat local de santé, du coup, comme outil de santé dans toutes les politiques. Donc revenons au début sur la santé dans toutes les politiques. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, une petite définition. Donc, la santé dans toutes les politiques est avant tout une approche intersectorielle qui prend systématiquement en compte l'impact sur la santé et sur le système de santé des décisions qui sont prises dans d'autres secteurs de la politique publique et qui cherche donc avec ces secteurs autres de la politique publique des synergies et des co-bénéfices afin d'améliorer à la fois la santé des populations, mais aussi avec une notion d'équité en matière de santé. Donc, j'attire votre attention quand même sur des notions fondamentales qui rentrent dans la définition même de santé dans toutes les politiques. C'est que déjà, on a un travail intersectoriel. Il y a aussi très important la notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le service santé qui est responsable de la santé dans son territoire, mais tous les secteurs le sont. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de travailler en synergie et en collaboration. Autre dimension fondamentale de l'approche santé dans toutes les politiques, mais pas que. Parce que finalement, la santé dans toutes les politiques constitue aussi l'ADN du réseau Ville Santé depuis 35 ans. Maud et Léo l'ont bien dit dans leur introduction. Pourquoi? Parce que les réseaux Ville Santé, et dans ce cas, le réseau français aussi, Ville Santé, bien sûr, soutient depuis toujours, depuis sa création, la mise en œuvre de politiques favorables à la santé par une approche globale de la santé qui part donc de ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Donc, dans le slide suivant, j'ai mis un petit
rappel sur qu'est-ce qu'on entend par déterminant de la santé, les inégalités sociales de santé, parce qu'effectivement, ma collègue Julie disait bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui se considèrent débutantes en la matière, donc c'est jamais une mauvaise idée de repartir un peu des bases. Donc, je vous ai mis ici le schéma le plus connu sur les déterminants de la santé, celui de Dahlgren Whitehead, qui commence à dater. Il y a d'autres versions aussi retravaillées et plus récentes, mais moi, je trouve personnellement que celui-là, il reste quand même le plus parlant parce qu'on voit bien que au cœur, certes, de la santé, il y a bien sûr des facteurs qu'on ne peut pas modifier, liés au sexe, à l'âge et à l'hérédité, donc tout ce qui est aussi génétique. Et ça aussi, ça se discute avec toutes les questions d'épigénétique. Mais en tout cas, globalement, c'est des facteurs, on est comme ça. Et après, il y a toute une série d'autres déterminants ou d'autres facteurs qu'on appelle des déterminants qui sont beaucoup plus larges et qui ont un impact énorme et considérable sur la santé de chacun de nous. On a souvent l'habitude de considérer comme facteurs qui déterminent la santé, donc les facteurs liés au sexe, l'âge et l'hérédité, à la limite au style de vie personnel, les comportements, tout ce qui est addiction, etc. Mais en réalité, des études depuis vraiment très très longtemps, parce que ce schéma a été fait en 91, donc ça date quand même, mais depuis, on a avancé aussi. Beaucoup d'études montrent qu'il y a plein de facteurs socio-économiques, culturels, environnementaux, de nos conditions de vie, de travail, les revenus, etc., où on habite, qu'est-ce qu'on mange et comment on va au travail, comment on se déplace, qui ont plein de enfin, qui ont vraiment un énorme impact sur notre état de santé. Et j'introduis aussi une dimension ultérieure ici, c'est celle de gradient social de santé, qui est le fait qu'en fait, plus on cumule des facteurs de faveur sociale, on peut les appeler comme ça, et plus on sera en meilleure santé. Donc, en fait, à fur et à mesure que notre position sociale est favorable, meilleure sera notre santé. C'est-à-dire, on a des bons revenus, une bonne éducation, donc on aura aussi plus de chances d'être en meilleure santé. Et en bas, j'ai mis aussi quelques chiffres pour pouvoir vraiment se représenter concrètement ce que ça veut dire. Donc, Santé publique France dit bien que les populations socio-économiquement défavorisées sont en moins bonne santé que, à la fois physique, mentale et générale, que les personnes socialement pardon, je dis l'envers. Sinon, économiquement défavorisées sont en moins bonne santé que les personnes socialement favorisées. Du même style, l'espérance de vie des hommes diplômés du supérieur dépasse de 8 ans celle des hommes non diplômés. Et encore une dernière, celle-ci sur la question du revenu. Sur la période 2020-2024, l'écart d'espérance de vie à la naissance entre le 5% des personnes les plus modestes et le 5% des personnes les plus aisées. Donc cet écart est de 9 ans chez les femmes et de bien 13 ans chez les hommes. Et en fait, malheureusement, au lieu de réduire ces écarts, ils augmentent au fil du temps. Donc, c'est des éléments très importants à avoir en tête quand on parle de santé dans son territoire. Prochaine slide pour revenir donc à la question du départ de la santé dans toutes les politiques, parce que ici au réseau, depuis 2024, on travaille sur la question de la santé dans toutes les politiques dans le cadre d'un projet européen. Moi, effectivement, je suis chargée de projet européen et je travaille depuis 2024 sur l'approche santé dans toutes les politiques et comment on peut faire de la santé dans toutes les politiques à l'échelle des villes santé. Donc, ville santé, ça inclut les communes, mais aussi les EPCI ici au réseau. En fait, on a mis en place un groupe de travail qui s'est clôturé donc en décembre dernier, décembre 2025, qui a fallu donc cadrer parce que santé dans toutes les politiques, c'est une approche, comme on a vu, très large. Donc, on a décidé de identifier 4 axes ici, donc gouvernance, pilotage, coordination, animation, processus, outils, méthodes, et le dernier, ressources, financement et compétences, et qui nous a permis au fur et à mesure des réunions de ce groupe de travail de identifier plusieurs démarches
qui peuvent être considérées comme de la santé dans toutes les politiques. En ce qui concerne la gouvernance, par exemple, ce qui relève donc de tout ce qui est un peu la structuration politique administrative de la santé à l'échelle d'une ville, il y a par exemple la ville de Poitiers qui a mis en place depuis plusieurs années une commission transversale santé qui se réunit régulièrement et qui donc réunit élus techniciens au fur et à mesure sur des sujets d'actualité au sein de la ville et qui sont donc discutés de façon transversale. De façon un peu similaire, à Chaumont, il y a une mission One Health qui est rattachée directement à la direction générale, ce qui est quand même très intéressant et qu'on voit aussi de plus en plus dans d'autres villes, a marqué vraiment cette volonté de le mettre en haut dans les priorités politiques, mais aussi d'avoir cette approche très transversale. Concernant le pilotage, la coordination et l'animation, Cœur des salles d'agglomération met en place un codex santé avec plusieurs agents de différentes directions et différents services qui sont un peu aussi des ambassadeurs de la santé chacun dans son service. Ou alors des initiatives un peu plus ponctuelles comme Besançon qui a organisé l'année dernière un séminaire des cadres vraiment sur la thématique de la santé et de la santé dans toutes les politiques. Pour les processus, les outils et les méthodes, les plus classiques, c'est par exemple l'évaluation d'impact sur la santé. Et dans ce cas, Lyon a essayé de mettre en place une EIS One Health, donc avec cette approche sur les 4 santé, qui est très, très intéressant. Autre dynamique, plutôt outil, je dirais, le conseil local de santé mentale, à ne pas confondre évidemment avec le contrat local de santé, le CLS. Donc le CLSM, moi j'ai mis ici l'exemple de Grand Chalon parce qu'ils avaient présenté à une réunion du GT Santé dans toutes les politiques leur CLSM et comment ils le déployaient à l'échelle d'une EPCI et toute la relation aussi avec les villes plus ou moins grandes qui construisent un peu l'EPCI. Et il y a aussi évidemment le CLS j'ai mentionné ici le CLS de Lille, l'Homme et LM et tout leur travail de co-construction d'un protocole d'évaluation des actions avec les porteurs des actions qui rentrent dans les outils et dans les méthodes. Et ce qui concerne les ressources, les financements et les compétences, j'ai mentionné ici la ville de Marseille qui a tout un processus en place de cofinancement de projets entre différentes directions. Par exemple, l'exemple des écoles favorables à la santé et de comment ça a permis à un projet qui a une forte composante santé de fédérer plusieurs services, plusieurs directions, notamment l'aménagement urbain, mais pas que, qui effectivement essayent de se réunir pour travailler et de mettre un budget, de mutualiser les ressources, le temps, les compétences, etc. sur des projets communs. Ou alors, c'est une ville plus petite quand même que Marseille, donc Annecy, qui a tout un process pareil de co-construction de réponses à appel à projet co-porté par différents services pareils en interne et aussi avec des partenaires en externe. Donc là, j'ai mis que des exemples. Évidemment, pour des questions de temps, il y en a plus, mais pour des questions de temps, j'en ai mis que certains. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois la question de Caroline dans le chat. Je n'ai pas exactement en tête quelles villes font moins de 10 000 habitants. Par contre, on a au réseau des villes qui rentrent dans ce cadre. Je pourrais rechercher plus dans le détail si ça vous intéresse pour d'autres exemples, parce qu'effectivement, ça, c'est qu'une partie de tout ce qui a émergé, non seulement pendant les GT, mais aussi par le recueil d'actions et l'enquête qui a été lancée fin 2024. Donc, il y a quand même beaucoup de matière sur laquelle on travaille sur la santé dans toutes les politiques. Tu peux passer au prochain slide, Julie, ça sera, je pense, mon dernier. Oui, pour dire que donc en parallèle du groupe de travail santé dans toutes les politiques, j'ai aussi pu approfondir la question du CLS comme outil de santé dans toutes les politiques. Alors, c'était un exercice quand même très intéressant parce que le contrat local de santé est aujourd'hui largement identifié comme l'outil un peu phare de mise en place d'une dynamique et d'une action territoriale
de la santé. Donc, notamment ici à l'échelle des communes et des EPCI, il y a beaucoup d'éléments clés pour comprendre un peu c'est quoi un CLS. Encore une fois, l'approche aujourd'hui, c'est vraiment très comment dire, débutant et c'est très important parce que c'est bien quand même d'avoir un certain nombre d'informations. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, on reste à disposition. Mais ce qui est très important à savoir sur le CLS, c'est que voilà, c'est un contrat effectivement, comme il dit le terme, qui est signé conjointement, à minima entre l'ARS et la commune ou le PCI. Même si au fur et à mesure des générations de CLS, le nombre de signataires est beaucoup plus grand, enfin, il est plus large que juste l'ARS et les communes. Il sert à quoi un CLS? On va dire que l'objectif principal, c'est de traduire les priorités nationales et régionales, et notamment le projet régional de santé, en l'adaptant aux enjeux, aux besoins et aux ressources du territoire. Et donc, il y a vraiment cette dimension bottom-up qui est très importante dans un CLS, qui vient aussi retrouver une approche top-down. Et donc, on se retrouve un peu au milieu. Parce que derrière un contrat local de santé, il y a un accord, il y a beaucoup de discussions sur quels sont les enjeux prioritaires du territoire autour de la promotion de la santé, de la prévention, de l'accès aux soins, de l'accompagnement médico-social. Et non seulement on définit les priorités, les axes prioritaires, mais aussi les actions qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour répondre à ces priorités. En sachant qu'un CLS, il a quand même un objectif très fort de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc, pour se mettre en œuvre, il y a évidemment des instances, notamment des instances politiques comme un COPIL et plus techniques aussi, comme par exemple des COTEC ou des groupes de travail ou des petits COPIL par chacune des actions du CLS. Et évidemment, figure très importante dans le CLS, les coordinateurs, coordinatrices. Donc, l'étude menée au réseau, elle portait pas tant sur ce que c'est un CLS, mais plutôt sur comment un CLS peut être un outil de santé dans toutes les politiques. Juste pour vous donner vraiment trois petits éléments sur les résultats, mais il y en a, il y en a beaucoup plus. Et je pense que les élus, après, pourront aussi vous en donner pas mal par leur expérience. C'est que le contrat local de santé est un outil de coordination territoriale formidable parce qu'il favorise l'implication non seulement des services de la ville ou de l'EPCI, mais aussi du réseau de partenaires du territoire, avec vraiment une démarche participative. Donc, ça permet de faire travailler sur les sujets de santé et de faire rentrer les sujets de santé dans d'autres services, dans d'autres thématiques, mais aussi de travailler avec tout ce qui est le réseau de professionnels, d'associations, etc., que vous avez dans votre territoire. Effectivement, ça prend du temps et de l'énergie. Mais aussi parce qu'il peut s'articuler avec d'autres plans et d'autres politiques. J'ai mentionné tout à l'heure le conseil local de santé mentale, les contrats de ville, donc il peut constituer le volet santé, les PCAET, donc plan climat, air, énergie du territoire, ou le PAT, le plan alimentaire du territoire. Donc voilà, j'ai mis les trois petits points parce qu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est la plus-value du CLS, avec des freins et des leviers, effectivement, à chaque fois qu'il faut bien avoir en tête, mais il a un énorme potentiel. Et le dernier point que je voulais partager avant de terminer, c'est que le CLS il légitime l'action des villes et des EPCI en matière de santé, parce que c'est porté politiquement, parce que c'est voté, parce que c'est signé avec l'ARS, parce qu'il y a un budget. Donc, ça donne quand même un poids à l'action des villes et des EPCI en matière de santé. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pense que ça sera après les élus. Ma collègue, elle a quand même mis les adresses mail dans la dernière slide. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci Martina pour cette partie un peu plus théorique. On va rentrer dans la pratique avec la table ronde. Donc, intitulé ce que j'aurais aimé savoir en début de mandat. Et donc, pour commencer cette table ronde, on a la chance d'accueillir Madame Marane Colino, qui est élue adjointe à la ville de Nantes et qui est aussi membre du réseau français Ville Santé. Donc, je vous laisse la parole pour, en quelques minutes, décrire votre expérience. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on me fait signe que Oui, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, très sincèrement, d'être présente à cette table ronde, alors virtuelle. J'espère que
suivront en physique, où j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer, d'échanger de manière plus simple. Je suis ravie de voir que ce format, il intéresse. J'ai compris que beaucoup de communes différentes étaient inscrites, pas forcément membres du réseau des villes santé. Donc, on voit là que je crois à la fois le sujet de la santé intéresse, mais aussi, quelque part, la manière dont on vient bien dérouler son mandat intéresse. On a envie de se mettre dans les meilleurs rails. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis partie pris puisque membre actif du réseau, mais je crois vraiment qu'en tant que nouvel élu, nouvelle équipe municipale, on a une opportunité via le réseau et ce qui est proposé là dans le cadre des différents webinaires, de se créer un espace de réflexion, de débat, de monter en connaissance, qui est extrêmement utile en début de mandat. Donc, je vais commencer par me présenter. Ça a été dit, je suis Marlène Collineau, je suis élue municipale depuis 2020, donc élue en 2020, réélue en 2026, et je suis adjointe à la maire de Nantes, déléguée à la santé. J'étais adjointe lors du dernier mandat, déjà sur les questions de santé, puis j'ai le bonheur et la responsabilité de l'être à nouveau pour ce mandat. Donc, voilà, très heureuse finalement de garder cette délégation de la santé. Heureuse parce que c'est un sujet majeur, je dirais peut-être le plus passionnant parce qu'il vient croiser à la fois des questions qui sont extrêmement politiques, mais je crois aussi qu'il vient toucher des réalités très intimes qui appartiennent à chacune et chacun, et donc dans lequel les attentes, elles sont grandes, et je crois, si ça n'est pas encore déjà le cas, que les habitants et habitantes de communes, quelles qu'elles soient, ils vont vous parler de ce sujet en permanence. Donc, je crois que c'est aussi le rôle des élus, des équipes municipales, de trouver un chemin, trouver des réponses pour améliorer la vie des habitants sur le volet de la santé. Et donc, c'est extrêmement important comme sujet, et c'est aussi quelque part très gratifiant de voir comment, eh bien, concrètement, on peut trouver des réponses parce qu'il y a une grande utilité sociale à ce que l'on fait. Et je crois que ça vaut à la fois pour les élus, mais aussi pour les techniciennes et techniciens qui les accompagnent. Alors, le thème, c'est ce que j'aurais aimé savoir en début de mandat. Donc, moi, j'ai essayé de répondre en quelques points, en 5 points, vous allez le voir, à cette question. J'essaye d'être à la fois transparente, sincère, mais aussi utile et concrète. Donc, je vais dérouler voilà, ces 5 points. D'abord, la prise de mandat, elle s'inscrit toujours dans un contexte. Alors nous, en 2020, le contexte, c'est la crise sanitaire. Donc, vous voyez bien comment des contextes peuvent, y compris complètement bouleverser, balayer un certain nombre de certitudes dans lesquelles on devient élu. En 2026, je crois que le contexte national, c'est un contexte de fragilité sociale important, une instabilité mondiale qui pèse beaucoup, notamment sur la santé psychique. On va beaucoup parler de santé mentale dans ce mandat. Je pense qu'il faut être prêt à ça. Aussi, un contexte qui est un contexte préélectoral, une élection présidentielle dans un an qui va à la fois, je pense, créer des vagues d'espoir, puis beaucoup de discussions politiques pour lesquelles je crois aussi il faut que chacun, chacune, quelle que soit la commune dans laquelle il vit, puisse être préparé aussi à l'émulation autour de ces enjeux. C'est pas mineur que l'élection présidentielle en France. Et puis aussi un contexte de sujets émergents. Je pense par exemple à un sujet qui émerge enfin sur celui de la question des violences systémiques aux enfants. Et donc on voit bien voilà, qu'on est pris forcément dans un contexte. Mon idée, c'est bien de vous dire que ce mandat, il sera marqué par les conditions de votre arrivée. Et donc je vous ai cité quelques sujets nationaux, mais dans vos communes aussi, il y a nécessairement un contexte. Et donc le premier conseil, c'est celui-ci, c'est tenir compte de ce contexte. On n'impose pas des projets qui n'ont aucune prise avec la réalité sociale, avec le vécu en fait de la population autour de vous, ou avec les priorités de votre territoire. Donc partez du réel. Ensuite, vous êtes entouré de personnes compétentes, expertes. Je parle des agents municipaux, des agents intercommunaux en fonction de la strate pour laquelle vous êtes élu. Donc, cherchez surtout pas à les remplacer ou à faire leur place. On est alliés dans l'affaire, et d'ailleurs, au sein du réseau des villes santé, on vient en binôme, un élu, un technicien, ce qui n'est pas neutre. Alors, évidemment, là encore, en fonction des tailles des communes, on peut bénéficier d'une expertise plus ou moins spécialisée, mais cela étant, il faut que chacun ait son rôle, et donc il faut qu'on puisse chacun trouver sa place. En tant qu'élu, on impulse, on vient fixer des orientations, puis on laisse aussi les agents municipaux ou intercommunaux travailler, nous rendre des comptes, nous proposer un chemin pour atteindre des objectifs qu'on fixe. Donc c'est le deuxième conseil, soyez élus, pas chef de service, on anime, on fait équipe, on crée les conditions de la confiance, mais on ne fait pas à la place. Un autre conseil, sortez de la mairie.
Comme vous allez vous entourer d'agents compétents, il faut aussi vous entourer de partenaires. Ça a commencé à être évoqué là dans les présentations professionnelles, associations. Un projet municipal, c'est pas un projet isolé. On fait pas seul, jamais. Ça n'est pas vrai. Rencontrer les acteurs locaux, les personnes engagées. Tirer parti du tissu associatif. Je pense que comme partout, il est dense, il est riche, donc il faut pouvoir rencontrer les associations. Des projets qui préexistent votre arrivée. On part jamais de rien. Et puis de la solidité des métiers qui sont présents sur votre territoire. Et puis peut-être délimiter votre champ d'action, parce que dans la discussion qu'il y aura à avoir avec les partenaires, c'est aussi se dire ce que peut faire la mairie, mais aussi que tout n'est pas la responsabilité de la mairie. Et vous verrez sur les sujets de santé, puisque la santé en tant que telle n'est pas une compétence d'une municipalité, vous avez aussi le droit, voire le devoir, de râler contre des partenaires que vous estimez défaillants ou dysfonctionnants, de le faire savoir. Ça s'appelle le plaidoyer, c'est complètement autorisé. Je pense que c'est aussi notre place d'élu que de prendre la parole et de rappeler les responsabilités de chacun et chacune dans la discussion publique. Troisième conseil, vous l'avez compris, donc on fonctionne avec d'autres, dans un cadre partenarial, en fixant qui fait quoi, en discutant beaucoup et parfois en négociant, voire en tapant du poing sur la table quand c'est nécessaire. Et puis c'est important, vous tenez votre légitimité des urnes. Vous avez été élu sur un projet au sein duquel la santé tenait une place peut-être plus ou moins importante. Ça dépend vraiment de la manière dont le projet a été construit. Et votre travail d'élu, pour moi, c'est aussi de relire le projet ou de le faire relire avec les services au prisme de la santé globale. Ça a aussi été dit en introduction, car quand on parle santé à l'échelle d'une ville, on ne parle pas que de soins, mais on parle de la manière dont une collectivité, par le prisme de toutes ces politiques publiques, elle peut venir améliorer la santé des habitantes et des habitants. Et donc les politiques publiques, elles sont nombreuses, c'est les politiques de mobilité, d'urbanisme, d'éducation, des sports, peu importe. La santé se niche partout, et donc il faut pouvoir se dire qu'est-ce qui finalement relève d'un projet en santé, même si ça n'a pas forcément été dit comme ça, présenté comme ça lors de la campagne municipale, mais malgré tout, vous allez pouvoir faire de la santé à plein d'endroits où vous n'avez pas forcément idée encore à ce stade, donc relisez bien le programme. Vous êtes légitime à parler santé, soyez à l'aise à porter le projet pour lequel vous avez été élu, puis soyez aussi à l'aise à défendre vos convictions. Être élu, c'est pas taire les convictions, parce que des fois, on peut peut-être se dire maintenant je deviens élu, est-ce que il faut aussi que je police un peu le discours, etc. Surtout pas. On n'est pas expert, alors vous verrez que vous allez le devenir forcément un peu, on apprend plein de choses en étant élu. Mais souvent, quand on arrive, c'est d'abord parce qu'on a des idées, des valeurs, et donc on est à sa place à les faire valoir. Voilà, c'est aussi votre place. Donc, quatrième conseil, ne vous sentez pas imposteur trop long terme, enfilez le costume d'élu. Parfois, on a du mal à grimper la marche, mais un mandat, c'est hyper court, même si peut-être que cette fois-ci, ce sera une année de plus que ce qu'on avait imaginé les unes les uns les autres. Restez pas seul si vous êtes dans la difficulté, parlez-en à vos autres collègues élus, ils peuvent aussi vivre des fois un peu les mêmes difficultés que vous. Et puis, le réseau des santé ou d'autres réseaux d'élus peuvent aussi être là, ça sert aussi à ça, on doit être solidaire, je crois, entre élus, on peut se partager quand on est un peu dans la difficulté, et donc voilà, on peut aussi venir se confier et trouver des solutions ensemble. Enfin, je finirai par un conseil qui aurait peut-être pu être le premier, c'est il n'y a pas de questions bêtes. Stopper les échanges autant de fois que c'est nécessaire, parce que on va vous demander de décider, d'arbitrer, de trancher, et je crois quand même que dans ce cadre-là, vous devez être en mesure de comprendre de quoi ça parle. Le langage des professionnels de santé pour celles et ceux qui ne le sont pas, celui des agences régionales de santé, les sigles, alors quelques sigles, je sais pas, c'est PTS, PTSM, CLS, ça a été dit tout à l'heure, SECPA, c'est l'actualité. Alors, certainement pour certains et certaines d'entre vous, ça ne vous dit rien du tout, et donc tant mieux. Cultivez une forme de distance, comprenez mais ne jargonnez pas, gardez un œil curieux. Vous allez être embarqué dans un monde qui a son langage, qui a ses certitudes. Vous êtes aussi le lien entre la population, un regard plus citoyen, un regard aussi plus politique, hein, qui vient, je l'ai dit, charrier des valeurs. Et vous devez faire ce pont avec les experts, les professionnels, les gens plus aguerris. Mais vous avez le droit, à tout moment, de demander à comprendre, à vous faire comprendre et rester critique. Donc, cinquième conseil, on dit quand on ne comprend pas, c'est pas grave, on apprend, on est là aussi pour ça. En résumé, 1, on réfléchit au contexte du début de mandat. Voilà, il guidera vos premières actions. Donc, prenez le temps de poser quel est le contexte local et national dans lequel vous vous inscrivez. 2, soyez élu, affirmez des idées. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire la place des services. Vous pouvez aussi expliquer aux services pourquoi vous êtes engagé et prendre le temps de leur dire quels sont les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur.
3, on s'entoure de partenaires, je l'ai dit, partenaires engagés, utiles. Et puis, on rappelle aussi aux autres partenaires que vous aussi, vous êtes en attente vis-à-vis d'eux. Tout n'incombe pas à la mairie ou à l'intercommunalité. 4, soyez assurés de votre légitimité. Voilà, vous la tenez de la démocratie. C'est pas rien du tout. Voilà, vous défendez un projet pour lequel vous avez été élu, pour lequel des centaines, des milliers de voix se sont portées sur votre projet. Donc vous êtes très légitime. Et 5, on arrête les échanges, la discussion aussi souvent que c'est nécessaire. On a besoin de se former et donc on monte en connaissance. Il n'y a pas de souci voilà, à dire qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est les 5 éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très concret. L'idée, c'était aussi de pouvoir vous mettre à l'aise et de se dire que vous en êtes au tout début. Il faut aussi savoir se donner du temps. À la fois, un mandat, c'est court, mais il faut aussi le poser sur de bonnes bases. Donc, donnez-vous du temps pour réfléchir à ces 5 points et je crois que vous aurez là quelques outils pour bien démarrer. Merci énormément, Madame Colino, de cette intervention qui était super. Donc, avant de commencer le temps d'échange, on va continuer la table ronde avec cette fois-ci Monsieur Angard, donc élu à la ville d'Albi et président du réseau Élu Santé publique et territoire. Donc voilà, et puis après sera suivi par un temps d'échange. Je vous donne la parole, Monsieur Angard. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, la marche est haute, hein. Alors moi, je viens d'une ville qui est quand même largement plus petite que Nantes. Et je voudrais vous faire part de mon expérience. J'ai été élu en 2020. Alors moi, je viens de la société civile, hein, c'est-à-dire je n'ai pas de carte politique. Le maire est allé me chercher un peu en tant que technicien de la santé, puisque j'étais le directeur de l'hôpital psychiatrique d'Albi. Et pendant longtemps, j'ai copiloté avec elle, quand elle est dans ses mandats précédents, le conseil local de santé mentale, et je l'ai aidé à mettre en place le contrat local de santé. Et donc, en 2020, elle m'a demandé de la rejoindre pour mettre en place une politique santé qui n'existait pas à la ville d'Albi. Donc, je suis arrivé sur un contexte relativement vierge. Alors, je suis quelqu'un qui a une formation de santé publique, hein. J'ai un CES de santé publique, j'ai fait l'école de la santé, etc. Bon. Et donc, pour moi, c'était important déjà d'adhérer à un réseau. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'adhérer au réseau français des villes santé. Et on a adhéré à Élus Santé publique et territoire, qui est un réseau d'élus territoriaux, mais uniquement des élus territoriaux. Ce n'est pas un réseau de villes. Et bon, j'ai été élu président. Ma première expérience, ça a été la variabilité des situations. On n'est pas élu à la santé à Albi comme à Rennes, comme à Nantes, comme à Paris, comme dans un petit village. Les situations sont différentes. Alors, on peut s'inspirer des modèles, mais par exemple, à Albi, on ne fera jamais ce que fait Rennes ou Nantes qui ont des moyens, hein. Par exemple, la ville de Toulouse a une direction santé où ils sont plusieurs dizaines. Nous, mon service santé, c'est un chef de service et une coordinatrice. Et donc, on ne fait pas tout à fait la même chose. La variabilité, c'est aussi le projet politique porté. Pour moi, c'était simple. Donc, le maire d'Albi voulait mettre en place une politique santé et m'a dit, Gilbert, vous avez carte blanche. Bon. Donc, c'était bien. Seul truc, c'est que en matière de moyens, il n'y avait pas grand-chose. Et j'avais même pas au départ de cadre administratif. Elle m'en a mis un à disposition. Je crois qu'il faut, quand on découvre le mandat d'élu, alors là, je ne parle pas de la santé, le mandat d'élu, on se rend compte que quand même, dans une municipalité, la personne importante, c'est le maire. Alors, si le maire a envie d'aller dans la santé, c'est bien. Si
s'il a mis de la santé pour faire plaisir, ce sera un peu plus compliqué. Et là, je pense qu'il faut savoir doser le positionnement avec le maire. Et donc, la première chose sur un mandat santé, c'est de bien estimer les moyens que l'on a, les moyens humains et les moyens financiers. Et on ne fait pas la même chose en fonction de ces moyens. La deuxième chose dont j'étais, comment dire, assez frappé, c'est la culture santé. Finalement, je me rends compte, alors moi j'ai fait de la santé publique toute ma vie, donc moi je baigne dans ces concepts de déterminants, de gradient social, d'universalisme proportionné, etc. Mais moi je me rends compte que finalement, il y a peu de gens qui ont une connaissance, on dirait, assez basique de la santé. Hein. Moi, je dis toujours, il y a un concept à avoir, c'est la définition que donne l'OMS en 1948, état de parfait bien-être. C'est pas la maladie, c'est l'absence de maladie. Aujourd'hui, il y a des concepts un peu plus nouveaux, le concept de One Health. Il y a quelques concepts de base de santé publique, à mon avis, qu'il faut connaître, mais Marina, oui. Martina l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas 50, mais bon, il faut connaître. Je vais vous donner un exemple précis. J'avais dit au maire qu'il y a un projet de quartier. Là, on va faire un nouveau quartier, donc il faut y aller sur les règles de l'urbanisme favorable à la santé. Quelques jours après, le chef de service de l'urbanisme m'appelle me disant, Monsieur Angard, on va faire un truc avec les règles de l'urbanisme favorable à la santé. Où est-ce que vous allez mettre le centre de soins? C'est pas du tout ça l'urbanisme favorable à la santé. Donc, si vous voulez, il faut aussi être, comment dire, porteur d'une vision de la santé. Et je pense qu'effectivement, le réseau français, à travers ses travaux, à travers la charte d'Ottawa, dont on est signataire quand on adhère, on a quand même une conception de la santé. L'autre point qui m'a beaucoup touché, c'est le poids de l'administration. Moi, je passe mon temps, alors peut-être c'est dans ma nature, mais à me bagarrer avec l'administration. C'est infernal. J'en discutais avec ma collègue de Marseille pour recruter un nouveau coordonnateur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Deux profils de poste. Il faut que ça passe au chef de service, au directeur général adjoint, au directeur. Enfin bon, on a souvent, alors il faut beaucoup de patience et de résilience quelque part, et ça, je pense que c'est une... Je disais l'autre jour au directeur de l'ARS, finalement, moi qui ai dirigé pendant 25 ans un hôpital, c'est plus facile de diriger un hôpital que finalement euh, l'administration territoriale avec toutes ces strates, toute cette hiérarchie qui est pesante. Donc je pense que quand on a un projet, des fois, il faut se battre et aller jusqu'au bout. Et des fois, c'est long. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers lourds, ils mettent du temps. En cours de mon mandat, après le Covid, j'ai eu un dossier à traiter. Donc le maire m'a demandé de trouver une solution au fait qu'un tiers des généralistes d'Albi partaient à la retraite. Donc un tiers des médecins en moins généralistes. Et donc ça commençait à venir à la mairie, qu'est-ce que fait la mairie, etc., l'opposition et tout le bazar, quoi. Bon. Euh, alors, on avait une option politique qui était de ne pas créer de centre municipal de santé. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'était une option politique claire. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est parti sur monter un centre avec des médecins retraités, donc un centre de soins non programmés. Ça m'a pris 20 mois. 20 mois. Et je peux vous dire, on s'est bagarré. Bon, la Sécu n'y croyait pas. Les libéraux retraités, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Enfin bref, c'était compliqué. L'ARS était mitigé. Enfin bon, il a fallu y aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire que le portage politique d'un dossier, c'est se battre. Et on se bat un peu avec tout le monde.
Ce dossier, il est sorti à Pâques et je me souviens avoir dit au maire, ça a été mon chemin de croix, hein. Je pense qu'on a à se créer un écosystème d'acteurs autour. Moi, au bout de 6 ans, là, hein, puisque j'entame mon deuxième mandat santé, mais j'ai créé autour de moi, avec le président de la CPTS, avec mes correspondants à l'ARS, à la CEPAM, avec les présidents d'associations, des liens qui permettent de fluidifier les choses. Je pense qu'on a vraiment un travail à faire avec les associations. Moi, je dis souvent que c'est pas moi qui fais, mais c'est souvent les associations. Par exemple, nous, sur Albi, on a créé une conférence santé mensuelle et ce sont les associations. Nous, on met à disposition les salles et puis la communication, mais c'est les associations qui montent ça. Et moi, j'ai une règle, hein, c'est que j'ai les numéros personnels des présidents, les présidents d'associations avec qui on travaille, ont mon numéro et on peut s'appeler. Et ça permet beaucoup de fluidifier. Après, il y a des outils. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est le contrat local de santé. Ça a été dit, le contrat local de santé, c'est un contrat, attention, hein, donc, et il est porté par une coordinatrice ou un coordonnateur. Là, on se bat, hein, SPT, sur le plan politique pour faire que ces coordonnateurs soient vraiment des acteurs de santé publique, c'est-à-dire reconnus comme tels, avec un statut, avec des formations, une diplomation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le contrat local, quelle que soit la taille de la ville, hein, je pense que, alors évidemment, une ville de 3000 habitants, on ne peut pas avoir un contrat avec un coordonnateur, mais dans le cadre des EPCI ou dans les villes à partir de 10 000 à 20 000 habitants, on peut avoir un contrat local de santé. Et ça, c'est vraiment un outil. Il y a évidemment les contrats villes. Il y a en début de mandat, vous savez que pour les villes qui ont un CCAS, il y a une obligation de faire une analyse des besoins sociaux. Et je pense que c'est important qu'il y ait de la santé là-dedans, puisque vous savez que la plupart des déterminants de la santé sont des déterminants sociaux. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Je sais pas, j'ai peut-être mangé tout mon temps parce que je suis bavard, moi, hein, généralement. Donc, vous m'arrêtez, hein, puis je répondrai aux questions. Euh, bon, faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle la démocratie sanitaire, les CTS, les CRSA. Moi, j'y suis personnellement, mais je suis retraité, hein. Ça prend beaucoup de temps, ça parle beaucoup. Alors, les élus, on est souvent très minoritaires dans ces trucs, mais c'est quand même intéressant et de temps en temps de faire entendre la voix des élus à côté des usagers, des professionnels et des institutions. C'est intéressant. Donc, ça vaut quand même le coup. Il va y avoir les renouvellements de CRSA, je pense, en septembre-octobre. Donc, pensez-y pour ceux qui ont envie de s'investir plus dans la santé. Après, chacun s'investit en fonction de ses capacités, de ses disponibilités et puis de l'environnement auquel il est. Mais je crois qu'il ne faut pas être comme la grenouille, qu'il faut se mettre aussi grosse que le bœuf, hein. Il y a tellement de choses à faire qu'il faut prioriser. Et il faut prioriser en fonction des moyens, des possibilités. Si vous lancez des projets que vous êtes à peu près sûr de ne pas arriver à mettre à mener jusqu'au bout, c'est pas la peine d'y aller, vous perdrez en crédibilité. Voilà. CRSA, c'est la Commission régionale santé et autonomie qui est auprès de l'ARS. Voilà, j'ai dit. Eh bien, super, merci énormément. Alors, on va garder toutes les questions que vous avez pour ce petit temps d'échange qui prendra le fin de la session en gardant quand même quelques minutes pour mettre en avant les prochaines étapes. Donc, je vous laisse la parole. Si jamais vous avez des questions, je regarde dans le chat s'il n'y a pas déjà des questions qui ont été posées. Alors, s'il y a la question, comment optimiser les actions d'un centre municipal de santé au-delà des consultations?
quelqu'un a la réponse. Alors sur ce sujet, Julie, moi j'ai répondu. On Ah abordera le sujet offre et accès aux soins dans le webinaire du 9 juillet. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos questions, comme ça on pourra vraiment apporter des éléments de réponse pendant ce webinaire. En attendant, on a des ressources qui sont disponibles, alors qui répondront pas spécifiquement à cette question-là, mais qui vous donneront quand même quelques cas d'études de montage de centres de santé municipaux. Il y a plusieurs villes du réseau qui ont des CMS. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt du réseau quand on a des questions de ce type. Ça permet de questionner les autres collègues et de pouvoir échanger des pratiques et des expériences. Donc, on a quelques éléments de ressources sur le site. J'en ai mis un, qui est notre ouvrage. Donc, n'hésitez pas à le consulter et puis à assister au webinaire du 9 juillet pour qu'on puisse cibler un petit peu plus la question. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, je me permets de prendre la parole après, je l'appelle par son prénom, Gilbert. Moi je suis maire adjoint de Jean-Luc Maudinck à Toulouse, je suis médecin et c'est mon premier mandat. Alors je vous remercie de ce webinaire parce que je me suis retrouvé devant un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que de comprendre. Pourtant, je travaille au CHU, donc je suis habitué à un certain nombre de dénominations, mais ce n'est pas facile de tout s'approprier. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, Gilbert nous a dit qu'il avait mis plusieurs mois à créer avec des médecins seniors une maison de santé. Nous sommes aussi dans cette optique-là, de ne pas créer de centres de santé salariés, mais plutôt des maisons de santé pluriprofessionnelles et notamment de spécialistes. Voilà, j'en suis sensible parce que nous, on essaie également d'avoir cette démarche. Alors, j'ai bien conscience qu'à Toulouse, on a un service santé qui est, et je loue l'efficacité de l'administration et des services, qui est plus conséquent probablement que dans d'autres villes. Mais voilà, je voulais juste me présenter, vous dire que ce réseau, évidemment, à titre personnel, comme médecin, parce que je suis encore en exercice, donc là également, il y a une problématique de disponibilité entre son exercice professionnel et ce que vous devez faire à la mairie. On attend beaucoup de choses et votre aide pour nous aider à avancer sur un certain nombre de dossiers santé. Voilà, il n'y avait pas de questions particulières, mais vous remercier pour ce webinaire. Merci énormément. Merci énormément de ces remerciements. Est-ce qu'il y aurait une autre question, que ce soit concernant la table ronde ou sinon concernant le réseau, les ressources, l'approche santé dans toutes les politiques, le CLS? N'hésitez pas. Ah, je vois une main levée de Madame Eric Caroline. Oui, bonjour à tous. Moi, pareil, je viens de démarrer mon mandat. J'ai travaillé dans l'administration en santé, donc les acronymes me parlent encore. Par contre, je suis dans une commune de moins de 10 000 habitants, donc je ne vais pas avoir en effet de salariés d'agents dédiés au sujet. Donc, je ne sais pas si, voilà, parmi les participants ou en tout cas vous, des retours que vous avez au sein du réseau. Voilà, comment ils arrivent à trouver cet équilibre. J'imagine que ça passe par beaucoup de priorisation aussi, mais comment aussi on peut se faire aider des métropoles pour nous appuyer. Donc, je dois notamment discuter avec la coordinatrice du CLS de Rennes pour savoir comment faire. Mais voilà, si vous avez des conseils, ou c'est peut-être précisé aussi dans votre site, voilà, comment faire quand on n'a pas d'agent dédié. Et vous êtes dans un EPCI Non, je suis dans une mairie. D'accord. Mais la mairie fait partie d'une EPCI Oui, on fait partie de Rennes Métropole. D'accord. Oui, bah, non, mais là-dessus, effectivement, je pense que on voit bien, il y a un mouvement aussi c'est ce qu'on disait, les sujets de santé, ils sont à la fois très présents aujourd'hui, mais à la fois, ils étaient très émergents il y a encore quelques années. Et donc, clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intercommunalités aussi qui se posent la question de la manière dont elles peuvent être ressources pour les plus petites communes autour. Et c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Je pense que Rennes fait partie de ces intercos où il y a eu un travail en ce sens. C'est aussi ce qui a pu se passer, par exemple, à Nantes. Si je prends cet exemple, effectivement, des communes de toutes strates, et où on s'est dit que ce qu'on savait bien faire dans la ville-centre, il fallait pouvoir en faire bénéficier d'autres, parce que pas les équipes, pas l'ingénierie autour. Et donc, je pense que ça, c'est aussi des discussions à poser là où elles n'existent pas. Bon, à Rennes, en vrai, je pense que cette discussion, elle existe, et
donc ça va vous permettre aussi d'en bénéficier. Mais je pense qu'il faut être aussi très à l'aise pour dire, en fait, les EPCI, elles ont aussi un rôle certainement à jouer dans les sujets de santé, même si c'est pas une compétence qui relève directement de stricto sensu ce que ferait une EPCI, mais enfin un EPCI, mais voilà, c'est possible. Et puis j'ai envie de dire, enfin voilà, les réseaux dont on parle, le réseau des villes santé, mais comme le réseau que Gilbert a présenté, chacun avec leur spécificité, c'est aussi des endroits où on vient partager de la ressource, c'est du partage de pratiques. Donc c'est aussi, je pense, un bon endroit très inspirant pour se dire ce qui est fait ailleurs, c'est possible de venir le dupliquer chez moi. Et alors je le dis aussi en toute humilité, c'est pas parce qu'on est dans une grosse ville on ne trouve pas des très bonnes idées quand on vient dans un réseau. Au contraire, y compris des fois de communes qui ont mis des trucs en place qui sont super, qui ont été mises en place des fois plus rapidement, pas justement avec l'effet technostructure dont parlait Gilbert tout à l'heure. Et donc vraiment pour nous qui sont aussi utiles pour venir avancer certains dossiers en disant en fait ça a été possible à tel endroit, dans telles conditions, et donc maintenant on aimerait pouvoir faire la même chose. Donc je crois que voilà, le réseau sert aussi à ça. Et donc c'est aussi pour ça que chacun, chacune y est le bienvenu. Merci de votre retour et merci pour les 2 retours d'expérience, également. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Dans le chat, on nous parle du diagnostic territorial de santé dans le cadre de la mise en place d'un CLS, qui est un super outil pour avoir les informations pour avoir un diagnostic des informations sur le territoire. Ah, il y a une main levée. Je profite de la main levée. Monsieur Loutini. Dame. Alors, Zineb Lounissi, je suis élue de la ville de Pessac, 68 000 habitants, une ville de Gironde. La ville est adhérente au réseau français des villes santé depuis quelques années. Et on en est très satisfait. Moi, je voulais partager également avec vous mon expérience d'élu délégué à la santé. J'aimerais quand même vous dire que le simple fait que cette délégation existe, c'est déjà un acte fort politique. Beaucoup de communes ont des adjoints, des conseillers municipaux délégués. Il n'y a pas forcément le mot santé. Donc, c'est déjà une victoire en soi-même si vous êtes dans une commune nouvellement élue et si on vous fait l'honneur de porter cette délégation. Alors, moi, j'en suis à mon 3e mandat. Et croyez-moi, comme le disait le président de SPT, il n'y a pas de culture à la santé. Donc, dites-vous bien qu'il va falloir quand même convaincre et vous battre tous les jours pour que cette délégation soit portée au plus haut et qu'elle puisse irriguer toutes les politiques publiques. Or, pour nous, c'est évident, bien évidemment, parce qu'on en est convaincus, et puis parce que certainement, on s'est formé pour pouvoir expliquer, argumenter. Donc, j'aurais également un conseil à donner pour faire suite aux conseils qui ont été donnés par l'adjointe de la ville de Nantes, c'est de se former et de beaucoup se former. Bon, moi, je suis médecin, c'est quand même un peu plus facile pour moi. Les sujets de santé, j'y suis plutôt sensible, mais je me suis quand même formée à la santé publique et beaucoup à la prévention. Je voulais rajouter quand même cette notion parce que il ne s'agit pas, la délégation santé, vous l'avez rappelé, c'est une délégation de l'État, mais les villes sont tout à fait légitimes pour faire de la santé parce qu'on en fait. Et quand on fait de l'écologie, par exemple, on fait de la santé. Et rentrer par le biais de la prévention, c'est un très bon moyen de convaincre d'abord les élus, parce que quand on a la délégation santé, c'est un travail transversal, vous l'avez dit. Et si vous n'embarquez pas les élus avec vous, bien sûr le maire qui est à leur tête, eh ben, vous ne pourrez pas faire grand-chose avant même de vous poser la question des ressources humaines, d'un coordonnateur. Il faut d'abord convaincre son camp, comme on dit. Donc voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Et c'est difficile, moi c'est seulement maintenant, 3e mandat, que j'ai réussi à faire en sorte que la thématique santé soit dans notre programme et le plus haut situé. Donc on va avoir un plan santé que je suis en train de préparer avec une feuille de route bien évidemment. Et il m'a fallu donc 3 mandats. Donc 1er mandat à peine, 2e mandat j'ai commencé à m'affirmer et 3e mandat je sens bien que tout ce que je racontais au maire et tous les arguments que je pouvais développer ont fini par faire mouche.
Et nous avons gagné, mais pas simplement parce que nous avons mis la santé au cœur de notre programme, mais je pense que c'est possible, puisque les gens, quand vous parlez de prévention, ça leur parle. Ils sont ils sont un peu plus attentifs parce que maintenant on sait. On sait que prévenir, c'est mieux que guérir. Prévenir, c'est rester en bonne santé. Voilà donc quelques idées. Vous remercie encore une fois pour le webinaire et pour le travail que vous faites. Et dire bon courage à tous les nouveaux élus pour avoir le bonheur et l'honneur de porter cette délégation. Merci de votre écoute. Alors, merci beaucoup pour cette prise de parole et j'en profite pour faire le lien. Le prochain webinaire, donc, il se déroulera le 11 juin. Il sera sur ces questions de prévention et promotion de la santé. Donc, voir comment est-ce que la collectivité peut agir sur ces sujets-là qui sont super importants, comme vous l'avez dit. Et il y aura des points focus sur la santé mentale et la santé des enfants qui relèvent vraiment des compétences de la collectivité. Alors, il y a une main levée de Madame Mickaël Elodie. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci. Moi, juste, je voulais intervenir. Donc, je suis nouvelle élue aussi à la ville de Rodez et à l'agglomération, donc à l'EPCI. Et en fait, je vais être en charge, je suis en charge de la santé mentale. J'ai une délégation pour la santé mentale en particulier. Je suis une psychologue de métier. Et il y a une adjointe qui est à l'agglomération aussi et qui est médecin et qui sera en charge de la santé. Et je me sens peut-être un peu seule par rapport à ce. Alors, je trouve ça génial parce que ça montre vraiment une dynamique qu'on a portée pendant la campagne, une volonté de mettre la santé mentale au cœur de la politique et des réflexions. Mais je me demandais si il y avait d'autres villes, si c'était une tendance actuelle par rapport à la santé en particulier. Je pouvais peut-être, pourquoi pas, rencontrer des personnes qui sont vraiment dans cette délégation, dans ce projet particulier. Voilà, et comment ça s'articulait aussi entre santé et santé mentale. Bon, moi, je veux bien dire un mot. Enfin, après, Gilbert, si tu voulais commencer, c'est possible aussi. Mais Vas-y. non, mais c'est un sujet qui a explosé depuis la crise sanitaire. Je pense que c'est heureux en fait que chaque collectivité se pose la question de la manière dont il peut agir sur ce sujet. Et effectivement, je pense qu'il y a de la place pour le faire, avec y compris des objets très concrets. Enfin, nous, par exemple, là, on va ouvrir en septembre une maison des enfants, donc un lieu dédié aux 6-11 ans sur les questions de santé mentale avec 10 professionnels. Donc là, c'est un très gros projet. Je vous parle d'un très gros projet d'une très grosse ville qui a fait le choix de faire de la santé mentale une priorité. Mais en fait, on voit bien que de plus en plus, on se pose toutes et tous ce type de questions, à savoir comment on vient prévenir des situations en santé mentale, comment on vient, par exemple, proposer des formations premiers secours en santé mentale à la population, aux partenaires associatifs, les bénévoles des associations, qui concrètement se retrouvent aussi en première ligne et nous disent que peut faire la mairie, comment elle peut nous aider ou l'intercommunalité. Donc c'est des sujets clairement qui sont devant nous toutes et tous et sur lesquels je crois qu'on peut les aborder avec beaucoup d'humilité, mais en même temps en se disant on a moyen de faire. Et donc moi et d'autres, je pense, sommes extrêmement ouverts à ce qu'on puisse en échanger, bien sûr. Ouais. C'est aussi tout l'objet de profiter de ce type de temps, de rencontres et d'interconnaissances pour pouvoir échanger, bien sûr. Bon, je vois que Maud dit que ce sera abordé dans un autre webinaire, donc je ne vais pas en rajouter. Vous avez quand même la chance d'avoir à Rodez l'institution Sainte-Marie, quand même, qui est quand même un établissement de psychiatrie très important. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de penser peut-être à un conseil local de santé mentale qui réunit tous les acteurs et qui permet après d'irriguer un contrat local de santé. Mais bon, c'est un autre webinaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Merci beaucoup de ces réponses. J'espère que ça a pu vous aider. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce qu'on termine par les prochaines étapes du réseau, les prochains webinaires, les ressources? Plus de main levée? Eh ben alors, plus de main levée, on y va. Alors, les prochaines étapes du réseau. Donc, dans le cadre de l'accompagnement
municipal, je vous l'ai rapidement dit, mais là, on est sur le cycle des nouveaux élus, mais en avance, en janvier-février, on avait fait des réunions qui étaient plutôt vouées à accompagner techniquement donc les techniciens des collectivités. Donc voilà, ce travail de plaidoyer, ce travail d'accompagnement des nouveaux élus, c'était juste pour vous dire que la synthèse de ces réunions était disponible sur le site internet, sur la page dédiée au municipal. Et en fait, c'était assez intéressant parce que, donc, hors la partie toute théorique, il y avait aussi des pitchs faits par des techniciens sur comment convaincre d'avoir une approche globale de la santé. Donc, les pitchs sont retranscrits et je vous amène à aller les voir. Sinon, concernant les prochaines étapes, donc j'essaie de diviser ça en ville santé, non-ville santé et tout le monde. Concernant les villes santé, il y aura la prochaine assemblée générale qui se déroulera le 5 juin prochain en visio. Et on a aussi fait un nouveau webinaire, encore un webinaire, sur la présentation du réseau, son fonctionnement et ses outils pour les nouveaux élus, afin qu'ils puissent vraiment prendre en main cet outil-là. Je tenais aussi à vous rappeler que les rencontres nationales du réseau se tiendront cette année à Lyon, du 25 au 26 novembre. Les inscriptions seront bientôt ouvertes et c'est à cette même période que nous allons renouveler notre conseil d'administration. Donc, si jamais vous avez envie de de vous investir dans cette association, ça sera le moment. Pour les non-villes santé, nous organiserons prochainement un webinaire sur l'adhésion au réseau et comment faire. Donc celui-ci sera le 24 juin de 9h30 à 10h30, pareil, toujours en vidéo. Et enfin, pour tout le monde cette fois-ci, le prochain webinaire donc, se déroulera le 11 juin prochain sur agir en prévention et en promotion en santé. Donc je le redis avec un point focus sur la santé mentale et la santé des enfants. Je vous renverrai un mail avec toutes les informations. Et enfin, je vous invite encore une fois à utiliser les ressources du site pour les villes santé sur l'espace réservé et de vous abonner au newsletter mensuel qui en fait regroupe l'ensemble des actualités nationales et internationales sur les questions de santé, mais aussi sur les actualités du réseau. Et puis quand il y a des villes qui ont des questions, on fait des villes à ville et c'est un super outil. Je vous ai aussi remis les contacts donc, de Maud, la directrice du réseau, Martina Serra, qui est chargée de projet européen et qui est spécialisée dans santé dans toutes les politiques, et puis moi-même, qui est surtout sur les questions de cet accompagnement dans le cadre des municipales 2026. Je vous mets aussi quelques ressources, donc à la fois du réseau, mais aussi des ressources internes. Donc pour le réseau, nous avons encore une fois le lien d'inscription pour les prochains webinaires et la page internet pour les municipales 2026 dans laquelle vous allez presque tout trouver. Je tenais aussi à vous dire que cette année, il y aura des nouvelles ressources sur le contrat local en santé et la santé dans toutes les politiques. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, il faudra encore un peu patienter. Et puis, d'un point de vue ressources externes, on tenait à vous partager un e-parcours sur la promotion de la santé qui a été fait par Promotion Santé Île-de-France. Et puis aussi la page de Promotion Santé Île-de-France sur la santé dans toutes les politiques qui est super complète. On vous a aussi mis 2 rapports qui sont un peu plus conséquents. Le premier sur le rôle des collectivités locales sur les questions de prévention. Et puis après, un deuxième sur des espaces favorables à la santé. Et puis sur toutes les questions de CLS, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de vos ARS, puisque c'est elles qui auront toutes les réponses et qui pourront vous aiguiller au maximum. Donc je vous mets ça dans le chat de ce pas. Si jamais vous avez encore des questions et que des personnes souhaitent rester, on peut continuer l'échange. Et puis si vous avez des impératifs, je vous souhaite une bonne journée. Et merci à toutes et tous pour votre participation.